Dans le monde moderne, l'aiguille sur l'écran du GPS est devenue notre guide. On lui fait plus confiance qu'à notre intuition. Par une chaude journée, une femme se tenait à un croisement dans la vallée de la mort où elle devait choisir entre la voie de la raison et son assistant numérique. Sa décision va déclencher une série d'événements qui vont choquer toute l'Amérique et nous faire remettre en question notre confiance aveugle dans la technologie. La vallée de la mort ne tire pas son nom au hasard. Chaque année, cet endroit coûte la vie à des personnes qui ont sous-estimé sa nature perfide. Derrière les belles photos des brochures touristiques se cache un désert impitoyable, où la température est torride et où la déshydratation tue plus vite que la faim. Alicia Sanchez ne se doutait pas que le matin du 1er août 2009 serait le début d'un cauchemar. À 42 ans, cette infirmière était habituée aux longs trajets, mais le voyage d'aujourd'hui, de Las Vegas à la vallée de la mort, était prévu pour être spécial. Carlos, son fils de 11 ans, allait voir le vrai désert pour la première fois. Le petit teckel somnolait sur le siège avant tandis que la Jeep emmenait la famille loin des derniers signes de civilisation vers l'un des endroits les plus dangereux de la planète. « Maman, il fait vraiment assez chaud là-bas pour faire cuire des œufs sur une pierre ?» demanda-t-il en regardant les photos dans le guide touristique. Alicia sourit en regardant son fils dans le rétroviseur. C'était sa première rencontre avec le vrai désert, et sa curiosité lui rappelait pourquoi elle avait décidé de faire ce voyage. Alicia savait qu'il fallait être prudent. Ses années d'expérience en tant qu'infirmière lui avaient appris à agir rapidement dans les situations critiques, mais toujours en évaluant les risques. Ses fréquents déménagements à travers le pays l'avaient rendue indépendante, mais ces mêmes déménagements avaient renforcé son lien avec Carlos. Son récent déménagement à Las Vegas lui avait ouvert de nouvelles perspectives. À seulement 2 heures de route se trouvaient les merveilles de la nature dont elle avait entendu parler à l'école d'infirmière dans l'Ohio. Cet été, elle voulait montrer à son fils le château de Scotty et l'impressionnant cratère volcanique du B&B. Le GPS indiquait l'itinéraire et Alicia a chargé dans la voiture 24 bouteilles d'eau, des sandwichs et tout le nécessaire pour une excursion d'une journée. Lorsque le GPS lui a indiqué de tourner sur Owl Hole Spring Road, Alicia a suivi les instructions, sans se douter de rien. Mais après quelques kilomètres, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un itinéraire touristique. La route de gravier serpentait à travers un terrain accidenté, jonché de pierres pointues de la taille d'un poing. Carlos sentit la voiture rebondir sur un nid de poules particulièrement profond et s'inquiéta de l'itinéraire. Même le chien gémissait nerveusement à chaque secousse. Alicia a assuré à son fils que le GPS savait mieux qu'eux, même si elle commençait à douter. La route semblait abandonnée et ne menait pas à des sites touristiques populaires. Quelques kilomètres plus loin, leurs craintes se confirmèrent par une explosion sourde. Alicia s'arrêta et sortit pour inspecter les dégâts. Ce qu'elle vit la fit vraiment s'inquiéter. La roue avant droite n'était pas simplement crevée, elle était déchiquetée en deux par une pierre acérée. Elle a rassuré Carlos en lui expliquant qu'ils allaient changer la roue, mais elle était de plus en plus inquiète. De tels dégâts ne se produisaient que sur des chemins très accidentés. En inspectant les autres pneus, elle a remarqué de nombreuses coupures causées par des pierres. Il n'avait qu'une seule roue de secours. Carlos est sorti de la voiture pour aider sa mère. Alicia lui a demandé de lui passer une clé à molette et son fils a fouillé avec application dans la boîte à outils, fier de pouvoir se rendre utile. Ces moments où ils travaillaient en équipe lui rappelaient toujours pourquoi elle tenait tant à leur relation. Après avoir remplacé la roue, Alicia a laissé le pneu crevé sur le bord de la route avec la bouteille vide, expliquant à son fils que cela pourrait servir à quelqu'un. Elle a sorti son téléphone et a envoyé un message rapide à ses proches dans l'Ohio pour leur dire qu'elle avait crevé. Elle ne se doutait pas que ce message serait le dernier. En reprenant la route, ils remarquèrent avec inquiétude que le réseau mobile avait disparu. Alicia vérifia plusieurs fois son téléphone, mais l'écran affichait toujours « pas de réseau ». Carlos essaya d'allumer la radio, mais ne capta que des parasites. Le garçon a demandé ce qu'ils feraient s'ils avaient besoin d'aide, et pour la première fois, sa voix trahissait une réelle inquiétude. Alicia l'a rassuré en lui disant qu'ils avaient beaucoup d'eau et de nourriture, et que le GPS les mènerait vers des gens. Mais même en prononçant ces mots, elle sentait l'incertitude lui serrer la gorge. Le paysage devenait de plus en plus sauvage. Les collines rocheuses laissaient place à des étendues sablonneuses où leur Jeep avait du mal à adhérer à la route. Ils n'avaient vu personne, ni aucune voiture depuis plus d'1 heure. Même le teckel, d'habitude calme en voiture, trépignait nerveusement. Alicia commença à comprendre que le GPS les avait conduits dans un endroit où les touristes ne vont pas. Mais l'appareil continuait à indiquer l'itinéraire avec assurance et faire demi-tour sur cette route accidentée sans roue de secours semblait encore plus risqué.
Une bifurcation apparut comme une dernière chance de corriger leur erreur. Entre les rochers et le sable, la route se divisait en deux. À droite, un chemin plus large et battu menait clairement à un bâtiment. À gauche, on distinguait à peine une double voie qui ressemblait davantage à des traces de voitures passées depuis longtemps. Alicia arrêta la voiture et examina les options. Son intuition lui disait de tourner à droite. La route de droite semblait plus sûre, plus logique. Peut-être menait-elle à la tour de communication que l'on pouvait apercevoir au loin. Mais l'écran du GPS indiquait sans hésitation une flèche bleue vers la gauche. L'appareil sur lequel elle s'était fiée pendant tout le trajet promettait le chemin le plus court vers leur destination. La technologie moderne pouvait-elle vraiment se tromper à ce point ? Carlos remarqua son hésitation et lui demanda pourquoi il s'était arrêté. Alicia expliqua qu'elle choisissait la route à prendre. Dans sa tête, son instinct et sa confiance dans la technologie se livraient une bataille. Elle travaillait dans un hôpital où les ordinateurs sauvaient des vies tous les jours. Le GPS lui semblait être un assistant tout aussi fiable. Alicia ne savait pas qu'en 2009, les systèmes de navigation utilisaient souvent des données cartographiques obsolètes. Des chemins miniers abandonnés et d'anciennes routes militaires étaient encore indiqués comme des itinéraires praticables. Les fabricants n'avaient pas le temps de mettre à jour les informations sur l'état réel des chemins isolés. Après un long moment d'hésitation, Alicia a pris une décision qui allait changer deux vies à jamais. Faisant confiance à la flèche bleue sur l'écran, elle a tourné le volant vers la gauche. La voiture s'engagea lentement sur le chemin étroit menant aux montagnes d'Oulchad. À chaque kilomètre, la route devenait plus dangereuse, serpentant entre des rochers acérés et des zones de sable meuble. Il s'éloignait de toute possibilité de rencontrer des gens pénétrant dans les régions les plus reculées de la vallée de la mort. Au bout d'environ 5 km, la Jeep s'inclina brusquement et s'enfonça dans un trou profond caché sous une couche de sable avec un bruit sourd. Carlos s'inquiéta et demanda ce qui s'était passé. Alicia lui assura qu'ils allaient s'en sortir, mais plusieurs tentatives pour sortir ne firent qu'empirer la situation. Leur Jeep était enlisé jusqu'aux essieux et sans 4 roues motrices, il était impossible de se dégager. Alicia et Carlos se retrouvèrent piégés à 47 km de la route la plus proche, dans l'un des endroits les plus meurtriers de la planète. Ce qui avait commencé comme un simple voyage en famille s'était transformé en une terrible lutte pour la survie. Pendant les premières heures, Alicia est restée calme. Ils avaient assez d'eau pour plusieurs jours, de la nourriture et un abri sous la forme de leur voiture. La climatisation fonctionnait encore grâce au carburant du réservoir. Quelqu'un allait forcément remarquer leur absence et se lancer à leur recherche. Mais la vallée de la mort ne pardonne pas l'optimisme. La température a atteint 47 degrés, transformant le métal de la voiture en un four brûlant. Même avec la climatisation en marche, il était difficile de respirer dans l'habitacle. Alicia a commencé à rationner strictement l'eau. Les 24 bouteilles semblaient constituer une réserve impressionnante, mais dans ces conditions, elles pouvaient être épuisées très rapidement. À la fin de la première journée, il était clair qu'il n'y aurait pas de secours rapide. Alicia a essayé de capter un signal de téléphone portable en grimpant sur la colline la plus proche, mais les montagnes étaient une zone morte pour toute communication. Autour d'elle s'étendèrent des rochers et du sable à perte de vue, sans aucun signe de présence humaine. Même les cris étaient absorbés par le vide. La nuit apporta un soulagement temporaire de la chaleur, mais pas de l'angoisse. Carlos tenait bon, mais elle voyait l'inquiétude grandir dans ses yeux. Le chien respirait difficilement, même dans la fraîcheur, comme s'il sentait que le pire était encore à venir. Le deuxième jour commença par des tentatives désespérées pour remédier à la situation. Alicia déblayait le sable autour des roues, plaçait des pierres pour améliorer l'adhérence, tandis que Carlos l'aidait en transportant de petits cailloux. Mais le CAC-4 s'enfonçait de plus en plus dans le sable. Après 2 heures d'efforts inutiles, Alicia comprit qu'il ne pourrait pas s'en sortir sans aide, et partit à la recherche d'un réseau mobile. Quand elle revint les mains vides, après 6 heures d'attente angoissante, Carlos avait toujours l'espoir dans les yeux. « Alors, maman, tu as trouvé quelqu'un ?» Alicia serra son fils dans ses bras. « Je cherche encore. » Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, que des dizaines de kilomètres de désert s'étendaient à perte de vue. Le soir venu, ce qu'elle redoutait le plus arriva. Le moteur s'éteignit avec les dernières gouttes d'essence, et avec lui, la climatisation. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que la respiration haletante du chien. Les jours suivants se fondirent en une épreuve atroce. Les réserves d'eau fondaient à vue d'œil. Même en rationnant strictement, les 24 bouteilles ne pouvaient pas suffire longtemps pour 2 personnes et un chien dans des conditions de chaleur extrême.
Carlos commença à changer. Le garçon actif devint apathique, sa peau rougit au soleil. Alicia reconnut les symptômes de déshydratation qu'elle avait déjà observés chez ses patients, mais cette fois, il touchait que son propre fils. Le 5 août a été un jour décisif. L'état de Carlos s'est brusquement détérioré. Il a commencé à vomir, ce qui était particulièrement dangereux dans un état de déshydratation. Alicia savait que le corps d'un enfant supporte moins bien la chaleur que celui d'un adulte. En milieu de journée, le garçon avait presque cessé de transpirer, un signe inquiétant. Son organisme passait en mode d'économie d'eau critique. Alicia a tenté de rafraîchir son fils par tous les moyens à sa disposition. Elle a humidifié ses vêtements avec les dernières gouttes d'eau et l'a transporté à l'ombre sous la voiture. Mais dans les conditions extrêmes de la vallée de la mort, ces mesures n'ont pu que retarder l'inévitable. Dans l'après-midi, Carlos a perdu connaissance et sa respiration est devenue à peine perceptible. Carlos est mort dans les bras de sa mère dans l'après-midi du 5 août 2009. Alicia ne l'a pas lâché pendant plusieurs heures, serrant son corps froid contre elle, murmurant son nom, priant pour l'impossible. Lorsque la réalité a finalement brisé le mur du déni, un cri s'est échappé de sa poitrine, faisant même sursauter le chien. La culpabilité la rongeait plus que la soif. Toutes les décisions se bousculaient dans sa tête. Tourner à gauche, à la bifurcation, faire confiance au GPS, ne pas emporter assez d'eau. Au 6e jour sans eau, le corps d'Alicia a commencé à lâcher. L'amour maternel l'emporta sur son instinct de survie. Elle allait se battre non pas pour sa vie, mais pour que le corps de son fils ne reste pas à jamais dans ce maudit désert. Pendant qu'Alicia luttait pour sa vie dans les montagnes Dulce Head, l'alerte était donnée à Las Vegas. Le 5 août, elle ne s'était pas présentée à son travail à l'hôpital, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ses collègues ont essayé de la joindre, mais son téléphone restait éteint. Le soir venu, leur inquiétude s'est transformée en panique. L'administration de l'hôpital a contacté les personnes indiquées dans le dossier personnel d'Alicia. Vers 17h, ses proches dans l'Ohio ont reçu un appel leur demandant où elle se trouvait. La dernière chose qu'ils savaient des projets d'Alicia était son voyage dans la vallée de la mort, et un SMS signalant un pneu crevé le 1er août. Après cela, toute communication avait été coupée. Les proches ont immédiatement contacté la police de Las Vegas. Les agents ont vérifié l'appartement d'Alicia et ont confirmé qu'elle était bien absente depuis plusieurs jours. Étant donné que le dernier contact provenait de Death Valley, l'affaire a été transmise au shérif du comté de San Bernardino, dont dépendait le parc national. Dans la soirée du 5 août, les opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées. Le matin du 6 août, les rangers du parc national se sont joints aux recherches. L'opération était dirigée par Amber Nattrass, une ranger expérimentée qui connaissait la vallée de la mort mieux que quiconque. Elle savait que dans la chaleur du mois d'août, chaque heure comptait. Au départ, les recherches se sont concentrées dans la partie nord du parc, où se trouvaient les sites touristiques mentionnés par Alicia à ses proches, le château de Scotty et le cratère Ubehebe. Il s'agissait de lieux touristiques populaires, bien desservis par les routes, où une voiture en panne aurait été rapidement repérée. Mais l'exploration des zones nord n'a donné aucun résultat. Ni la voiture, ni aucune trace du passage de la famille n'ont été retrouvées. Cela signifiait qu'il fallait chercher ailleurs, alors que le parc s'étendait sur plus de 13 000 km² de désert impitoyable. Le message texte d'Alicia signalant une crevaison sur Owl Hole Spring Road a été un indice crucial. Nattrass connaissait cette route. Une piste de gravier de 47 km nécessitant 4 roues motrices qui induisait souvent en erreur les GPS. De nombreux touristes s'y rendaient par erreur, ne comprenant pas la difficulté du trajet. Tôt le matin du 6 août, Nattrass a commencé à patrouiller Owl Hole Spring Road. Elle a inspecté attentivement les accotements, à la recherche du moindre signe de présence humaine. La route serpentait à travers un terrain accidenté, où chaque virage pouvait cacher une tragédie. Vers 10h, Nattrass a repéré ce qu'elle cherchait. Près de la route gisait un pneu crevé et une bouteille d'eau vide. Ces détails correspondaient exactement à ceux mentionnés dans le message d'Alicia. C'étaient les premières traces matérielles de la famille disparue. La rangée inspecta attentivement les environs. Des traces de pneus étaient visibles sur le sol meuble, menant plus loin sur la route. La voiture avait continué sa route après avoir changé de roue, ce qui signifiait qu'il fallait élargir les recherches. En suivant les traces de pneus à peine visibles, Nattrass s'enfonça de plus en plus profondément dans les montagnes d'Ulchad. Le terrain devenait de plus en plus accidenté et dangereux. Même avec un véhicule tout-terrain, il n'était pas facile de rouler ici. Après quelques kilomètres, les traces menèrent à une bifurcation où le chemin officiel tournait à droite vers une tour de communication.
mais les traces de pneus indiquaient clairement un virage à gauche, sur un chemin à 2 voies non cartographié. Natras comprit ce qui s'était passé. Le GPS avait dirigé la famille vers un itinéraire qui n'était pas censé exister. En avançant sur le sentier dangereux, Natras est arrivée à un endroit où les traces de pneus s'arrêtèrent brusquement. Devant elle, partiellement cachée par des rochers, se trouvait un Jeep Cherokee blanc. La voiture ressemblait à un animal blessé. Les roues avant étaient enfoncées dans un profond nid de poule. L'arrière était relevé, donnant l'impression effrayante que le désert était en train d'engloutir lentement le véhicule. Vers 11 h du matin, le 6 août, le silence des montagnes fut rompu par un cri humain. La femme près de la voiture entendit le bruit d'un moteur qui approchait et se mit à agiter désespérément les bras. Sa voix était si douloureuse que Natras comprit immédiatement qu'elle était en retard. Alicia Sanchez ne ressemblait plus à l'infirmière en bonne santé qui avait quitté Las Vegas une semaine auparavant. 6 jours dans l'enfer de la vallée de la mort l'avaient transformée en squelette vivant. Ses lèvres étaient gercées, sa peau brûlée par le soleil, ses yeux enfoncés dans leurs orbites étaient hantés par les ombres de la mort. Chaque pas lui coûtait un effort incroyable, mais elle restait debout et parlait, informant le ranger que son enfant était mort. Natras agit rapidement mais avec prudence. Elle donna de l'eau à Alicia par petites gorgées, sachant qu'un organisme déshydraté ne pouvait pas supporter une grande quantité de liquide à la fois. Chaque gorgée devait être contrôlée, même si la femme était prête à boire toute la bouteille d'un trait. En jetant un coup d'œil à l'intérieur de la voiture, la rangée vit ce qu'elle s'attendait à voir, mais n'était pas prête à accepter. Sous la couverture gisait le petit corps d'un garçon de 11 ans. À côté, un teckel respirait à peine. Le chien était tellement épuisé qu'il ne pouvait pas lever la tête, mais ses yeux suivaient toujours les mouvements des gens, s'accrochant à la vie avec la même ténacité que sa maîtresse. Natras a immédiatement appelé un hélicoptère médicalisé par radio. Compte tenu du relief accidenté et de l'absence de voie d'accès, l'évacuation aérienne était le seul moyen de transporter rapidement Alicia à l'hôpital. L'hélicoptère de la base aérienne militaire de China Lake arriva en moins d'1 heure. Les pilotes prirent des risques en atterrissant dans cette région montagneuse difficile, mais ils comprenaient la gravité de la situation. Chaque minute de retard pouvait coûter la vie à Alicia. L'équipe médicale a jugé l'état de la victime extrêmement grave. Elle souffrait d'une déshydratation sévère, d'un épuisement thermique et de multiples brûlures solaires. Mais surtout, elle était en vie et réagissait au traitement. Alicia a été placée sur une civière et transportée par hélicoptère. Le corps de Carlos a également été évacué pour être autopsié. La chienne a été confiée aux soins des shérifs du comté de San Bernardino qui ont promis de s'occuper de l'animal jusqu'au rétablissement d'Alicia. Le vol jusqu'à l'hôpital Sunrise de Las Vegas a duré environ 2 heures. L'hélicoptère a survolé 210 km de désert, démontrant l'étendue du territoire dans lequel une famille pouvait se perdre. Les médecins ont maintenu les fonctions vitales d'Alicia pendant le vol, la préparant à une thérapie intensive. À l'hôpital, Alicia a été immédiatement admise en soins intensifs. Son état a été jugé critique, mais stable. L'objectif principal était de rétablir l'équilibre hydrique et électrolytique sans mettre en danger son cœur et ses reins. Les médecins lui ont administré des solutions physiologiques par voie intraveineuse en surveillant attentivement le processus. Une réhydratation trop rapide aurait pu provoquer un œdème cérébral ou une insuffisance cardiaque. Le processus exigeait une surveillance constante et une précision chirurgicale. Alicia a passé 3 jours sous surveillance médicale. Sa convalescence physique s'est bien déroulée. Le corps de cette jeune femme en bonne santé a réussi à surmonter les conséquences d'une déshydratation extrême. Mais le traumatisme psychologique causé par la perte de son fils unique nécessitait un traitement tout à fait différent. Le 9 août, les médecins ont autorisé Alicia à quitter l'hôpital dans un état satisfaisant. Physiquement, elle s'était rétablie, mais ses blessures émotionnelles commençaient seulement à cicatriser. Le même jour, elle a retrouvé son chien, que les shérifs avaient soigné. Ils l'avaient nourri, lavé et examiné chez le vétérinaire. La tragédie de la vallée de la mort a été largement relayée par les médias locaux. Des publications populaires ont rendu compte en détail de cette affaire qui a clairement démontré les dangers d'une confiance aveugle dans les technologies GPS. Le coroner du comté de San Bernardino a officiellement établi la cause du décès de Carlos, déshydratation combinée à un coup de chaleur. Aucun signe de violence ou autre cause de décès n'a été trouvé. Sa mort a été classée comme un accident tragique. Alicia est retournée dans son appartement de Las Vegas, mais la ville qui devait devenir son nouveau foyer ne lui rappelait plus que sa perte. Les sources restent muettes sur son sort,
Mais le traumatisme psychologique causé par cette expérience a sans aucun doute changé toute sa vie. Le petit Tekel est devenu le seul souvenir vivant de ce voyage. Sa survie dans des conditions qui se sont avérées mortelles pour un enfant a souligné le caractère cruel du hasard de cette tragédie. Dans les reportages des médias, le chien est devenu un symbole d'espoir au milieu du chagrin général. L'histoire d'Alicia et Carlos a marqué un tournant pour la vallée de la mort. La mort d'un garçon de 11 ans à cause d'une erreur de GPS a bouleversé la direction du parc national et l'a contrainte à revoir ses mesures de sécurité pour les touristes. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle pour une famille est devenu un problème national. Dans quelle mesure peut-on faire confiance à la technologie dans la nature sauvage ? L'affaire a eu un large écho dans les médias comme exemple frappant de mort due au GPS, un terme qui a commencé à apparaître dans les titres des journaux à travers tout le pays. Les reportages ne se contentaient pas de relater la tragédie, ils posèrent des questions dérangeantes aux fabricants d'équipements de navigation et à l'administration des parcs. L'histoire des Sanchez a été le catalyseur de changements systémiques visant à empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Les technologies modernes, censées rendre les voyages plus sûrs, ont montré leur côté sombre entre les mains de personnes inexpérimentées qui ont fait davantage confiance à un assistant électronique qu'à leur propre instinct. L'histoire de la famille Sanchez nous oblige à revoir notre attitude envers les technologies auxquelles nous confions nos vies. À quel moment la commodité se transforme-t-elle en une dépendance dangereuse ? Qu'auriez-vous choisi à ce carrefour fatidique ? Le plus tragique dans cette histoire n'est pas la mort de Carlos, mais le fait qu'elle aurait pu être évitée. Une seule bonne décision, un seul moment de méfiance envers la technologie, et le garçon pourrait aujourd'hui raconter à ses amis son aventure dans le désert. Dites-nous dans les commentaires si vous utilisez un GPS dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà vécu des moments où la technologie vous a laissé tomber à un moment critique ? Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Et n'oubliez pas que parfois, le chemin le plus court sur la carte est celui qui mène nulle part. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.